Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle saison d'A priori diffusée sur les ondes de Chaise 94.3. Je me présente votre nouvel animateur Anthony Bédard-Buchot. C'est avec moi que vous serez pour les 2 prochaines saisons du podcast ainsi que de l'émission radio. Aujourd'hui, je suis avec Nick Thibodeau qui est venu nous parler de l'expédition canadienne en Sibérie suite à la Première Guerre mondiale. J'aimerais ça pour commencer, Nick, par nous dire qui es-tu, que fais-tu comme études? Pourquoi es-tu autant spécialisé dans l'histoire canadienne en Sibérie? Alors, je vais y aller bien complet, pour donner une bonne introduction. Comme tu as dit, Nick Thibodeau, originaire de Gaspésie, fièrement fier de la région. Je suis un ancien du BIAPRI. Maintenant, je suis au BIEP, mais c'est par projet d'aller à la maîtrise. Inquiétez-vous pas, je suis toujours de cœur pour le BIAPRI. Pourquoi ma spécialité pour la Sibérie? Premièrement, je vais te le dire, c'est vraiment, jusqu'à dire, une obsession, l'histoire. C'est quelque chose qui me passe par la tête tous les jours, peu importe le sujet, je crois. Puis, je vais pas abdiquer du sujet ou promouvoir, c'est juste que j'en suis fou, tout simplement. Je fais du tutorat chez les jeunes, je donne littéralement des cours aux gens qui en veulent. C'est tout bénévolat, je ne cherche pas d'argent à la chose. Je fais même la recherche et quand je rencontre des gens qui font de la recherche, c'est directement mes amis. C'est omniprésent dans ma vie. Et là, j'avais vu le podcast, j'avais écouté les derniers podcasts de la dernière saison, je trouvais ça très intéressant. Et tu m'as demandé récemment, Nick, pourrais-tu me sortir des sujets en lien avec les relations internationales et le Canada? Oui. Et là, tu m'as dit ça et j'ai juste ri. Il y avait tellement de sujets qui me sortaient en tête. Mais il y en avait un en particulier que je trouvais qui était intéressant avec l'histoire, que c'est en particulier vraiment intéressant si on aime la Première Guerre mondiale ou juste les expéditions militaires canadiennes. Alors, si tu veux qu'on commence, c'est... Ben oui, j'aurais déjà une première question pour toi. Pourquoi les Canadiens ils étaient là en Sibérie après la Première Guerre mondiale? C'est quoi qu'ils avaient à faire, là? Alors, après, je vais te sortir une belle quote du capitaine Eric Ellington, qui est membre de l'expédition. Alors, pourquoi les Canadiens étaient en Sibérie? Drôle de question. Pourquoi ils sont dans une région si isolée, avec une température, des conditions horribles? On va se le dire. Il y a la Première Guerre mondiale. Les Canadiens ont perdu 61 000 soldats tués en France et différents territoires dont les Canadiens étaient présents durant la Première Guerre mondiale. Il y a déjà un gros effort qui se fait. Mais il va y avoir, en 1918, il y a la révolution, 1917 aussi, la révolution bolchevique. Là, ça va menacer un peu la position des Alliés durant la Première Guerre mondiale parce qu'il y a la possibilité du traité de Brest-Litovsk. Où est-ce que c'est un accord entre les forces bolcheviques et l'Allemagne d'arrêter les combats. Mais les Alliés, eux, ne veulent pas que le combat se termine. Ils veulent que les forces de l'armée blanche, comme on dit, ça, c'est les forces qui sont toujours attachées à la monarchie russe et différentes idéologies politiques, bien sûr, qui ne sont pas communistes. Et eh bien, la Grande-Bretagne, la France ont des intentions quand même différentes, mais une commune, c'est que le combat se continue et que les forces monarchiques restent au pouvoir et gagnent contre les bolcheviks parce que les bolcheviks aussi veulent tout nationaliser. Les Britanniques ont des compagnies en Ukraine sur le foin, les Français ont différents secteurs en Sibérie miniers. On ne va pas perdre ces choses-là, on ne veut pas que ça soit nationalisé. Alors, dans ce fait-ci, on demande à qui pour aller en Sibérie? On demande aux Canadiens. Les Canadiens, ça va être l'un des groupes les plus nombreux qui va se trouver en Sibérie. Il y a les Britanniques, mais ils sont juste 1500, 1400. Eux autres, ils ne veulent pas aller dans le froid. Ils ne veulent pas aller dans la Sibérie. Il va y avoir des Français, il va y avoir beaucoup de Japonais, une quarantaine de mille, jusqu'à même 70 et plus. Ça, c'est tout simplement, c'est pour les Japonais, pour leur sécurité, c'est bien normal. Puis aussi, il faut noter que les Japonais étaient dans les forces alliées. Si on dit, faut pas mélanger avec la Seconde Guerre mondiale ou est-ce que c'est l'opposé? Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je te demanderais pourquoi il y avait beaucoup plus de Canadiens que d'Anglais ou de Français. C'est parce que y a-t-il une raison particulière pour ça? Pourquoi il y avait plus de Canadiens?
il y a une des raisons qui nous a été dite, c'est parce que c'est une position stratégique du Canada. Vu que les forces bolcheviques ont pris toute la région de l'ouest de la Russie, fait que tout ce qui est Moscou, cette région-là, c'est presque impossible de passer par là. Et même, il y a une histoire qui mérite son sujet au complet, mais sauf on vient pas de la Tchécoslovaquie, c'est la légion tchèque. C'est une légion de 7000 hommes qui étaient coincés dans la région, mais ne pouvaient pas revenir. Fait qu'il y a eu certains traités, pas traités, mais accords pour faire en sorte qu'ils viennent. Mais c'est une histoire très particulière, il y a même un jeu là-dessus. Mais ils ont eu une difficulté à traverser. Ils ont dû aller jusqu'à Vladivostok pour revenir jusqu'en Tchécoslovaquie, pour donner une idée. Alors les Canadiens, eux, il y a Vancouver. Ils peuvent passer par Vancouver, aller à Vladivostok, ça se fait relativement bien. Les Américains, eux, ça les intéresse pas aller là. Pourquoi? Pourquoi ça n'intéresse pas les Américains? C'est parce que c'est un contrebalancement des pouvoirs britanniques et français, que eux, même s'ils ont aidé, c'est juste une question pour pas que les Allemands gagnent, simplement. Mais ils sont toujours... les États-Unis, ne sont pas... ils sont de leur côté, ils sont un peu plus joueurs à part. Alors, les Canadiens vont en envoyer à plusieurs, aussi qui sont prouvés très compétents durant la Première Guerre mondiale. Ils ont gagné une réputation, surtout dans la guerre hivernale, ce qui fait que c'était des soldats parfaits pour aller en Sibérie, selon les Britanniques et les Canadiens. C'est vrai que nous autres, au Canada, on est habitués au froid, hein? Ah oui, totalement. Puis, c'était pas trop différent, surtout à l'époque de la Sibérie. Non. Donc, quelle était la mission, plus précisément, les acteurs autour de cette mission-là? Les acteurs, comme je dis, la France, l'Allemagne, mais pas l'Allemagne, désolé, mais l'Allemagne avait quand même un jeu à rentrer là-dedans pour le fait qu'on ait cette mission-là, mais c'était surtout des forces qui venaient de Vancouver, et la mission, vraiment, c'est s'assurer que les bolcheviks ne prennent pas le territoire, et deuxièmement, encore plus important, c'est que les forces de l'armée blanche qui ne sont plus sous le directorat de Nicolas, parce que, comme vous savez, il va être tué. Et lui et sa famille, malheureusement, pour lui. Mais on veut s'assurer que le combat continue. Puis, il y a aussi des aspects économiques, parce que ça, c'est vraiment une des parts de mission que j'aime dire quand je raconte cette histoire, c'est qu'il y avait la Banque nationale du Canada. La Banque nationale du Canada, qui voulait ouvrir des banques à Vladivostok. Il disait, si on aide ce pays-là, nécessairement, ils vont nous donner un peu en retour. On ouvre des banques, un peu pour nos propres intérêts. Fait qu'il y a eu une mission commerciale. Puis c'est pour ça que les Canadiens sont allés en plus grand nombre, parce qu'il y avait de l'argent à se faire, selon eux. Ce qui explique, pour les Canadiens, pourquoi ils sont allés. Parce qu'au départ, ils étaient très réticents, mais dès qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire, spoilers, ils n'en s'en feront pas, ils vont revenir, puis... Comme on sait, les communistes vont gagner. C'est pas un spoiler pour personne. Mais au départ, c'était pour la money. OK, c'est intéressant de voir qu'il y aurait pu avoir des banques nationales du Canada ailleurs qu'au Canada. Oui. Donc, pour continuer, c'est quoi les archives qu'on a des événements aujourd'hui, plus précisément? Ce qui nous permet de raconter cette histoire? J'ai eu plusieurs archives. C'est pour ça que je voulais vous amener ce sujet-là. J'ai partagé des archives sur le sujet qui sont fort intéressants. Il y a autant des archives du côté canadien que du côté russe même. Et j'ai trouvé des archives russes qui, oui, parfois sont peut-être un peu biaisées, mais drôlement biaisées pour les soldats canadiens. Dans le sens que je vais peut-être reprendre une de tes questions, mais quand les Canadiens se sont rendus là-bas, il y a eu une petite révolte, parce que les ouvriers de la place, c'était surtout en faveur du mouvement bolchevique. Et il va y avoir une mutinerie. Une mutinerie à Vancouver. Les officiers vont pas trop apprécier ça, les soldats loyaux à la couronne non plus, et ceux-ci vont être renvoyés au coup de fouet. Et ça, il y a des images et des photos de cet événement-là dans les archives. Puis on a aussi surtout des archives de ceux qui sont à Vladivostok. On a même une photo d'une femme, la seule femme qui était là, Grace Eldrida Potter, et qui est la seule femme du corps expéditionnaire sibérien du Canada. Il y a une photo d'elle prise à Vladivostok vers 1919. Puis Potter, elle, a quitté Vancouver en novembre 1918, à bord du SSS Monteagle, ouais, c'est ça. Avec son mari, drôlement, que lui, c'était le colonel Jacob Leslie Potter, qui était un officier, comme vous comprenez, par colonel.
Et elle a servi au sein de la mission de la Croix-Rouge canadienne en Sibérie. Parce qu'ils vont ouvrir, c'est aussi une mission humanitaire, surtout. C'est parce que Vladivostok, c'est le chaos. Et là-bas, on va avoir des archives, des photos russes. Et juste reprendre sur le sujet de quand il y a la mutinerie, il va y avoir des coups de fouet, comme j'ai probablement dit. Mais les Russes, eux, dans les médias russes, ils prennent en pitié les Canadiens qui se sont fait fouetter. Ah, comme c'est horrible. Et il y a même eu des tombes à Vladivostok, précisément de 14 Canadiens. Il y en a qui sont morts surtout de la maladie. C'est pas à cause nécessairement des combats. Les Canadiens ils ont pas fait beaucoup de combats, mais ils ont bien performé dans celle-ci, bien joué l'équipe, mais sont morts de certaines maladies, du froid, et 14 sont morts, et leurs tombes sont à Vladivostok. On peut les retrouver là-bas encore aujourd'hui, ce qui est très intéressant. Si un jour je pourrais y aller, je leur ferai honneur. Et dans les archives, un des médecins de l'équipe, le capitaine Eric Elkington, lui, il a été pris il a fait des reportages, il a souvent écrit sur le sujet, il a pris beaucoup de photos. Fait que je remercie 1000 fois Monsieur Eric Ellington. Oui, je sais qu'il n'est plus de ce monde, mais je le remercie. C'est très apprécié. Et j'aimerais ça reprendre une de ses phrases, sa perspective quand il est arrivé à Vladivostok. Je vais reprendre mot par mot ce qu'il a dit. Alors, le corps de la ville de Vladivostok était en effet magnifique. Vu du bateau, tôt le matin, la ville suit la courbe en demi-lune de la baie et semble être beaucoup plus grande en longueur qu'en largeur. Derrière la ville s'étendait une basse colline enneigée au-dessus desquelles le soleil se levait à peine. Nous pouvons distinguer plusieurs bâtiments substantiels et bien construits, dont l'un est évidemment une église grecque avec un grand dôme doré scintillant dans le soleil matinal. Alors, celle-ci, je l'ai vraiment à cœur. J'ai adoré quand il a dit et écrit ça, parce qu'on peut le voir. C'est à trouver, hein. J'ai fallu vraiment que je cherche. Mais Vladivostok est une magnifique ville. Encore aujourd'hui, et surtout à cette époque-là, c'était reconnu comme une perle du Pacifique. C'est la perle européenne. Les autres villes, oui, il y a des villes comme Shanghai, puis les autres villes britanniques, mais ça, c'est des territoires d'outre-mer. Vladivostok est, pour les Russes, une ville européenne qui se trouve en Asie. Et pour les Canadiens, c'était une ville magnifique. Ouais, j'aurais quelques questions aussi à te poser par rapport à ce que tu viens de dire. Tu dis, dans le fond, il y a eu un mouvement communiste à Vancouver qui soutenait le mouvement. Ah, mais ça, c'est... Pour ceux qui ont eu leur cours de politique et tout ce sujet-là, on sait que cette période est connue, et même bien avant, pour le mouvement socialiste. On est sur l'utilisation des ouvriers, autant au Canada, puis surtout le système anglais, qui promue les entreprises plutôt que le travailleur. Ce qui fait qu'il y a des mouvements socialistes, bolcheviques, communistes, un peu partout dans le monde occidental, surtout à cette époque-là. Puis, il va y avoir des groupes communistes au Canada, il y en a même encore aujourd'hui. On peut en faire part. Puis, oui, celle-ci va avoir de l'influence, même autant chez les soldats. Parce que les soldats, ils sont des simples soldats autant qu'un ouvrier. À cette époque-là, ils ont un bon salaire, surtout dans l'armée canadienne est connue pour avoir des bons salaires pour les soldats. Je peux en parler de moi-même. mais oui, tout de même à cette époque-là, c'était un peu plus maigre. Puis les gens voulaient pas aller à Vladivostok dans les soldats parce que beaucoup étaient déjà beaucoup morts. Et Sibérie, ça donnait pas envie. Pour certains. Non, à cause du froid en Sibérie, il y avait une situation... à cause des travailleurs, tout simplement. C'est les travailleurs qui incitaient le mouvement communiste, principalement. OK. Puis aussi, tu parlais qu'il y avait une femme infirmière qui était venue avec son mari dans l'expédition. Oui. Je voulais savoir, habituellement, surtout à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de femmes qui allaient au combat. Non. C'est-tu juste parce que c'était la femme d'un homme il a décidé de l'inviter? Pourquoi elle était là? Non, totalement pas. Elle a su avoir ses compétences. Elle a eu des études à l'université de Vancouver. Pas en médecine, mais en une sorte un cours d'infirmerie. Je ne me rappelle plus le nom exact. Mais non, je ne l'avais pas.
Mais non, elle a su se prouver. Et surtout, la Première Guerre mondiale, on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale pour l'effort des femmes, mais Première Guerre mondiale aussi, il y avait un effort des femmes dans le monde du travail, en tant qu'infirmière, et la Croix-Rouge. Et à la Croix-Rouge, il y avait beaucoup d'infirmières. Et nécessairement, celle-ci, ben oui, le fait qu'elle avait un mari a beaucoup aidé. Mais elle avait ses compétences, elle avait sa capacité à travailler, puis elle a su se démontrer compétente d'aller en Sibérie et aider. OK, c'est quand même intéressant pour les femmes de savoir qu'une femme a pu se prouver pour cette expédition. Ah oui, totalement. Puis l'expédition en soi c'était... Oui, il y a eu les coups de fouet pour partir, mais ça, c'était les gens à la maison qui étaient comme ça, ils voulaient qu'on se dépêche. Mais le général en soi était très compatissant avec les Sibériens parce qu'il y avait beaucoup des gens de l'Asie qui essayaient de s'enfuir, était très compatissant avec les gens des lieux. Et aussi le médecin, comme il fait en fait mention, c'est que c'est une ville en chaos. Alors, c'est pas le moment d'être impitoyable. Il faut être compréhensif. C'est un lieu qu'on veut aider. Et nécessairement, il faut l'aider humanitairement et aussi dans la compréhension. Alors, tout le monde peut être utile dans cette situation-là. Parfait. Une autre question, c'est quoi les événements notables qu'il y a eu durant cette expédition-là? C'est-tu passé quelque chose genre qu'on pourrait dire? Oui, j'en ai tout plein. Alors, déjà, il y avait des soldats qui ne se trouvaient pas justement à Vladivostok. Il y en avait qui vont se trouver à Murmansk. 600 Canadiens vont se trouver à Murmansk. Murmansk, pour mettre en position, c'est dans le nord de la Carélie, qui est juste à côté de la Finlande. Encore un trou perdu. On envoie les Canadiens là parce qu'on croit qu'ils peuvent survivre dans ce secteur. On a aussi des Canadiens qui sont à Arkhangelsk. Désolé ma prononciation. Et là, c'est 500 Canadiens encore. Puis on a même des Canadiens à Bakou. Bakou qui est dans le sud du Caucase. Et juste pour reprendre Arkhangelsk, ça c'est juste à côté. C'est à côté de Saint-Pétersbourg, il y a quelques kilomètres. Ça c'est quelque chose quand même assez notable. Quelque chose que j'aimerais dire qui est totalement notable, c'est que première journée que notre cher médecin va arriver à Vladivostok, il va avoir un braquage de banque pour donner une idée de la situation des lieux. C'est pas très stable. Et il rentre, il y a la banque de Vladivostok qui se fait dépouiller complètement de son argent complet. Les soldats, ils viennent d'arriver, ils peuvent pas faire grand-chose. Et quelque chose de notable que je veux juste pour mettre en contexte, c'est qu'on est en guerre civile. C'est pas une guerre avec un front distingué. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des cellules un peu partout de bolcheviks, de socialistes, et même de nationalistes d'une autre idéologie opposée qui veut s'en prendre à ta vie. Alors, durant un événement particulier, il y a toutes mes sources générales les plus précises, je les prends de mon médecin, mais d'autres viennent du général qui appuie ses recherches. À un moment, ils font des entraînements avec les membres de l'armée blanche et ils font un entraînement assez régulier. Ils vont jouer dehors à la tire-corde. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, quand on est deux équipes qui tirent la corde. Ils sont en train de jouer à ça. C'est durant l'automne de 1919, juste à côté de Vladivostok, sur une belle petite colline. Il y a même une photo de ça. Mais la photo ne montre pas à l'événement après. C'est un jeune homme, un bolchevique, on n'a pas son nom malheureusement, qui arrive en voiture à toute vitesse, rentre dans la corde, sort une arme, essaie d'éliminer les deux généraux. Premièrement, le général de l'armée blanche. Assez surprenant. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de jouer dehors. Non, pas vraiment. Non, moi, je trouve que c'est quand même un événement marquant, surtout pour les Canadiens, parce que eux, c'était une mission, oui, peut-être de combat, mais surtout humanitaire à Vladivostok, puis aussi d'entraînement, de support. Les Japonais s'occupaient de la plus grande partie du combat parce que pour eux, ça dépendait un peu de leur sécurité nationale. Les Canadiens, c'était pour l'économie. On voulait s'assurer que la banque soit correcte. Quelque chose que j'aime dire, c'est que c'est de coutume, surtout dans l'armée canadienne, c'est que l'armée canadienne font 2 journaux de brigade qui vont être utilisés à Vladivostok pour la lecture et informer sur le monde extérieur. Et ils font ça va être utilisé un peu partout, même pour informer les troupes britanniques. Il y a aussi quelque chose, je vais aller dans le côté un peu plus morbide de la chose, c'est que il y avait beaucoup de morts. C'est sanglant. Et les troupes canadiennes ont trouvé une forme morbide de divertissement en visitant qu'est-ce qu'on appelle le morgue, ou la morgue.
C'est un hangar délabré sur une colline avec des morts allongés sur le sol. Et ça, c'était une accident en soi qui en est devenu de coutume à la fin de 1919. Pourquoi? Parce que, à part les cabarets, à part les activités de rue, Vladivostok, oui, est une ville, mais c'est tout en chaos. Il n'y a pas de moment pour se reposer en arrière. Je donne un exemple. Un conflit avec un front, tout simplement, disons, en Irak ou juste Deuxième Guerre mondiale, quand il y a un front, on peut retourner à la maison. On peut, pas nécessairement à la maison, mais derrière dans une ville, aller voir un petit McDonald's ou un repas, se reposer. Vladivostok, c'est une guerre civile, je le répète. Alors, même si tu vas dans un restaurant, ça se peut que quelqu'un essaie de s'en prendre à ta vie. Alors, on reste dans les locaux du régiment, dans les baraques. On ne sort pas de là pour la question de la survie des différents soldats. L'un des 14, c'était un assassinat par un bolchevique. Aïe, c'est quand même terrible, là. Ils ont jamais aucun repos en tout ce moment-là. Aucun repos. Non, jamais. C'est assez difficile comme situation pour un Canadien. Mais ça a été quand même pour le médecin une belle expérience, en quelque sorte, parce que il y avait de l'humanité à travers ça. Les Canadiens ont été connus, c'est une histoire des casques bleus, c'est pas encore les casques bleus à cette époque-là, mais les Canadiens, même à travers cette situation-là, se sont tenus forts, selon ses dires, se sont tenus forts, puis ont aidé la population et ont su se tenir vaillants. Ce que j'admire beaucoup de ces soldats. Aïe, les Canadiens, une grande nation à cette époque. Ah oui. C'est là qu'on commence à être reconnu à l'international. Aussi, tu as parlé, je remonte un peu, tu as dit qu'il y avait d'autres expéditions. Il y en avait une au nord de la Finlande, puis ouais. Je sais pas ce qu'ils étaient les autres. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs comme petites expéditions un peu partout sur le continent pour repousser les bolcheviks, ça je comprends? Oui, puis ces expéditions-là ne sont pas nécessairement au même moment et pas nécessairement lancées par les mêmes personnes, et pas dans les mêmes buts. C'est l'opération Dunsterforce, qui est à Bakou. Ça, c'est en réminiscence, en retour de... Si vous connaissez l'histoire de Laurence d'Arabie, avec la révolte arabe. Alors, il va y avoir des Canadiens qui vont rejoindre ça aussi par besoin militaire, mais aussi parce que c'est une opération importante. En Finlande, c'est aussi parce que c'est Murmansk, surtout, puis j'ai toujours la misère à dire celui-là, mais je vais dire son opération. Ella Party, c'est le nom de l'opération. Okay. Et c'est situé à 2 ports qui sont dans le nord. Et comme les Canadiens ont des ports pour construire la Vladivostok, c'est pour des raisons commerciales. Et où est-ce que se trouve surtout le commerce, dans cette époque-là et même encore aujourd'hui? C'est dans les ports. On veut les sécuriser, on veut s'assurer que les intérêts canadiens soient soit protégés ou extraits de la région, parce que des fois, il y avait du capital canadien, britannique et français qui se trouvait dans la région, qu'on essaie d'extraire. Autant des citoyens, autant de l'équipement, autant de l'argent qu'on essaie d'extraire. Fait qu'il y avait surtout un objectif financier, parce que la Russie est un très grand pays, puis elle a commencé à s'industrialiser et commencé à avoir de l'investissement du monde occidental. Et là, retombe au monde des bolcheviks qui menacent de tout nationaliser. On veut pas laisser ça à la main de tout le monde. Non, on veut pas que les communistes gagnent sur le capitalisme à cette époque. Oui, en quelque sorte, puis c'est pour les citoyens, puis pour les grandes entreprises. C'est une question de capitalisme, mais c'est aussi, autant communiste capitaliste, c'est une question de... On ne veut pas perdre nos biens, tout simplement. C'est que, communiste ou pas, c'est notre argent qui se trouve là-bas. C'est vrai. Donc, pour avancer encore un petit peu plus, qu'est-ce que ça serait l'impact de cette expédition aujourd'hui sur les relations internationales qu'on a avec la Sibérie, la Russie, le Canada? Celle-là a quand même un bon impact parce que encore, j'y proviens des sources russes que je t'ai cherchées et la population était sympathisante. Pour les Canadiens, sur cette époque-là, moi, j'aime faire référence à d'autres opérations de casque bleu où est-ce que les Canadiens ont une superbe réputation au Salvador. Il y a eu un coup d'État lancé par les Américains et j'ai des amis du Salvador qui m'ont raconté ça. C'était une belle histoire, pas le début avec les Américains qui font un coup d'État, parce que c'est un classique.
Amérique centrale, guerre froide, on fait des coups d'État s'il y a un groupe communiste qui arrive en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Mais les Canadiens, eux, ceux qui ont créé les casques bleus, qui ont mené la proposition à l'ONU, ont été envoyés en mission au Salvador, ont aidé la population. Et maintenant, aujourd'hui, c'est tout apartheid pour amener ça aussi, c'est que les Salvadoriens, encore aujourd'hui, sont très reconnaissants des Canadiens. On a fait une mission humanitaire, on a aidé la population à survivre dans une situation très pénible. Et je pense que moi, me mettre en perspective dans une situation de soit guerre civile ou soit d'insécurité sociale, militaire et de vie, quand il y a une armée qui ne te menace pas, qui s'assure de ta sécurité, qui s'assure que tu vas bien, simplement, tu es nécessairement reconnaissant. Parce que leur mission, c'était pas impériale au Salvador. À Vladivostok, elle était un peu commerciale, mais cette mission commerciale a, en quelque sorte, aidé quelques-uns des gens de la Russie. Pourquoi? Parce que cette banque-là va être utilisée par les Russes le moment que ça va être ouvert les Russes à Vladivostok et les Coréens et toutes les nationalités qui se trouvaient à la ville, parce qu'il y a beaucoup de nationalités. C'était une ville cosmopolite, très grande, puis c'est au plein milieu, c'est au plein nord de l'Asie. Ben, cette banque-là va être utilisée. Et ça va aider certaines personnes qui n'ont pas accès à une banque ou cacher leur argent ou protéger leur argent à avoir une place pour ça. Alors, il y a une aide économique, il y a une aide humanitaire parce que, comme j'ai dit, cette femme qui était présente, elle, est infirmière. Puis il y avait un médecin. Puis il y avait aussi il y a eu la construction d'un hôpital quasi temporaire qui va continuer à être utilisé par après. Même, je ne sais pas si encore aujourd'hui elle est là. Ça, c'est... À voir. À voir. Mais ça va aider beaucoup de gens. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être hospitalisés, même des enfants qui vont naître là. Il n'y a pas de précision sur le nombre d'enfants, mais beaucoup. Parce que, juste donner un exemple, j'aime ça faire un petit aparté encore. Dans cette situation-là, surtout en Russie, et les enfants vont naître, surtout en Russie, il va y avoir beaucoup de moments dans leur histoire où les enfants vont naître dans des situations curieuses où est-ce que les conflits vont les mener dans des lieux spéciaux, comme une hôpital canadienne qui se trouve à Vladivostok. Il y a d'autres histoires de naître dans une hôpital canadienne à Vladivostok. D'autres que j'aime bien raconter, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, où est-ce que c'est 200 jeunes soviétiques qui vont naître dans les métros de Moscou durant la Seconde Guerre mondiale, durant le siège de Moscou. On va déplacer les hôpitaux dans le sous-sol, dans le métro. Comme dans ce cas-ci, l'hôpital, surtout le matériel, les gens vont se déplacer vers l'hôpital canadien. Et il va y avoir beaucoup de naissances, il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller là-bas se faire hospitaliser. Et les gens vont être reconnaissants parce qu'ils vont travailler sur les lieux. Alors, encore aujourd'hui, les Canadiens sont bien vus par les gens de Vladivostok, par ceux qui connaissent cette histoire. Parce que aussi, il y a des gens qui ont oublié cette histoire. Si on oublie cette histoire et que les gens ne sont pas connaissants de celle-ci, mais ceux qui ont conscience à Vladivostok, par des reportages que j'ai vus, en sont reconnaissants et encore aujourd'hui apprécient les Canadiens pour leurs gestes. Ben, en tout cas, c'est très intéressant, mais on va devoir aller en pause. On revient dans 2 minutes. Vous êtes en train d'écouter A priori, diffusé sur les ondes de Chiz 94.3. Pour de la pause, je suis encore avec Nick Thibodeau qui va continuer de nous parler des relations internationales, l'impact que ça a eu sur les relations internationales, l'expédition canadienne en Sibérie. Alors, merci. Alors, dans cette pause-là, on en a profité pour parler de tout autre sujet que le sujet qu'on parle en ce moment. On a même mal parlé de Cotoouette, on a mal parlé des mauvais habits. Mais là, on retourne sur nos beaux Canadiens en Sibérie. Alors là, j'aimerais bien renforcer l'idée impériale qu'on veut protéger nos investissements. On en a beaucoup. Alors, pour reprendre, la France et l'Angleterre étaient de gros souscripteurs des emprunts russes. Les Russes commençaient à être en dette, ce qui justifiait amplement leur volonté de soutenir la contre-révolution. En outre, les capitaux anglais contrôlent le commerce du blé sur la Volga. C'est quand même un gros marché, il y a beaucoup de blé là-bas dans ces secteurs-là. Encore aujourd'hui, c'est un sujet dans le conflit en Europe de l'Est. Puis aussi, ils avaient un contrôle sur la totalité du sucre en Ukraine, ce qui n'est pas moindre. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de forêts
d'accès facile étaient aux mains des Anglais par investissement et plusieurs centaines de milliers d'hectares de champs de coton. Il y avait aussi d'importants investissements dans les assurances, le charbon, le pétrole, le ciment. Cependant, ni la France ni l'Angleterre n'avaient la capacité militaire et logistique nécessaire pour intervenir si loin. Pour revenir, pourquoi les Canadiens, étant un dominion de la Grande-Bretagne, ils avaient comme presque pas le choix d'y aller par les accords internationaux il y a les déclarations de Westminster auparavant, dans les mêmes années qu'il y aura par après, parce que c'est quelque chose qui c'est revient. l'indépendance du Canada qui commence petit à petit à venir. Petit à petit, mais c'est encore la Grande-Bretagne qui gère les relations internationales au Canada. S'il y a un traité qui se fait entre le Canada et les États-Unis, c'est pas le Canada qui va signer, c'est les États-Unis. Ce qui fait que dans les relations internationales, c'est important. Excuse-moi, tu veux dire la Grande-Bretagne? Ouais, j'ai dit quoi? T'as dit les États-Unis? My bad. Mais c'est ça. Merci de me reprendre, c'est très, très apprécié. Mais c'est ça. On n'a pas encore une indépendance internationale. Ce qui explique pourquoi on était là-bas aussi. On n'a pas vraiment la décision sur la chose. Mais j'y vais sur... Si on avait l'indépendance internationale, là, l'impact des Canadiens aussi aurait été beaucoup plus grand parce qu'on a eu quand même une importance, un impact dans le milieu. OK, tu dis, est-ce que je comprends bien, ça veut dire que les Canadiens auraient été un peu forcés d'y aller? Oui. Oui, un choisi. peu, mais c'est surtout c'était juste 5 banquiers qui ont dit on pourrait ouvrir une banque, puis là les Canadiens ont fait let's go in, parce que juste avant qu'ils y aillent, les Britanniques ont vu que la situation allait pas vraiment en leur faveur, alors ils ont dit aux Canadiens vous êtes plus tant obligés maintenant. Mais ils étaient tous déjà en bateau, ils étaient tous déjà sur leur chemin, et les banquiers ont fait let's go boys, on y va là-bas, on va à Vladivostok, allons faire de l'argent. Désolé de l'anglicisme. Pas grave. Moi, comme je dis, je viens de la Gaspésie, je suis de descendance acadienne. Ça se peut des fois que je mélange mon anglais, mais je respecte amplement la langue française. Alors, je te laisse continuer. Dans le fond, c'est surtout des banquiers qui ont décidé que les Canadiens allaient aller là pour des raisons de mission commerciale, comme tu dis. Ils ont presque eu le dernier mot. Puis c'est surtout qu'ils ont encouragé le reste, parce que les Britanniques, eux autres, ils voulaient qu'on y aille, mais il n'y avait pas... Par après, surtout en 2019, on nous forçait plus. Ils disaient, là, c'est selon votre volonté, puis le régiment va être sous le commandement canadien et non pas britannique. OK. Assez intéressant. Aussi, on parlait aussi que... Tu as parlé de Salvatore, qu'il y avait eu... Salvador. Salvador, c'est ça. Excusez-moi, je me suis trompé avec... El Salvador. C'est ça. Précisément. Puis avec les Canadiens, c'était comme les précurseurs des casques bleus, quasiment. Oui, en quelque sorte. C'est ça. Est-ce que ça prônerait... Est-ce que ça serait la raison pourquoi, à l'international, les Canadiens sont autant bien vus comme des personnes gentilles, accueillantes, un peu le contraire des Américains? Ah, totalement. C'est quasiment... La réponse est dans la question, jusqu'à dire, c'est les Canadiens ont commencé, surtout à cette époque-là, pour être connus à être des gens gentils, des gens appréciables, parce que même la Première Guerre mondiale, ils se sont été vus. Mais sauf, faut faire acte de reconnaissance que les Canadiens ont connu quelques crimes sur la Convention de Genève. Si vous voyez certains films de l'ONF, présentent la chose. Mais, avec la population en général, avec les civils, ils étaient très accueillants, très gentils, et surtout vaillants. Vaillants dans le sens que ils vont pas laisser nécessairement leurs besoins avant les autres. C'est quand il y avait un civil ou qu'il y avait un prisonnier de guerre. Un des soldats que j'ai fait référence à un membre du 22e de la Seconde Guerre mondiale, c'est que s'il y avait un civil ou un soldat qui se rendait, il fallait protéger autant que ses propres hommes. Puis c'était quelque chose qui se faisait aussi à Vladivostok et différentes opérations. Puis ça a été reconnu à l'international de la volonté canadienne d'aider. Puis ça, quand il y a une volonté d'aider, les gens apprécient ça. Ouais, ça c'est vrai. Aussi, j'avais une autre interrogation, là. On dit qu'il y a des Canadiens qui sont allés en Sibérie, là, mais plus précisément, considérant qu'on est au Québec, à Québec, capitale nationale francophone, je voulais savoir, y a-t-il des Québécois qui sont allés à cette expédition-là? Ben, j'en ai profité pour la pause pour anticiper cette question, puis dans la révolte que j'ai fait référence, j'ai remarqué qu'il y avait 2 Québécois.
qui faisaient partie de la mutinerie. Mais c'était pas les seuls Québécois. Il y avait plusieurs Québécois et même ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait une petite recherche et ça, j'en étais très content. J'ai découvert qu'il y avait même un Gaspésien dans la région. Il y avait même un Gaspésien et j'en étais vraiment content. Mais il y avait environ une bonne centaine de Québécois dans le régiment. Ils ont fait un long chemin. La plupart des gens venaient des Prairies, venaient des Rocheuses, venaient de Vancouver. Mais il y avait des Québécois, des Ontariens. Et les Québécois ont su se prouver aussi, parce que les Québécois sont connus pour être des très bons soldats, autant que les Canadiens anglais. Mais les Canadiens français, à cette époque-là, les Canadiens anglais étaient connus pour être des très bons soldats. C'est pour ça qu'il y a une centaine de Québécois, incluant eux, qui se sont lancés dans une mutinerie. Et les Acadiens? Ben, ok, peut-être. Peut-être que le Gaspésien l'était. S'il était dans le sud, proche de Nouveau-Brunswick, oui. Mais ça, je vais faire des recherches là-dessus, je te le promets. Yes, il me reviendra avec ça. J'espère. Ça serait une gloire pour moi. Toujours content qu'il y ait du monde proche de nous qui participe à des événements aussi historiques. Ah oui, mais c'est quelque chose... Les Canadiens se sont tellement performés dans différents conflits. C'est quelque chose à être fier. Puis ils se sont performés avec bravoure, pas avec sauvageresse ou est-ce qu'ils ont été nécessairement méchants avec les civils, tout ça. Oui, il y a encore les crimes de la Convention de Genève, mais c'était pas contre nécessairement des civils. Mais les Canadiens, peu importe les casques... Ça fait 2 fois que tu parles de la Convention de Genève. Tu pourrais-tu un peu plus nous détailler ça? C'est vrai qu'il faudrait que j'en parle. Ce serait une bonne idée. Convention de Genève va venir après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment pour s'assurer que... Ah, c'est vrai, il n'y a pas vraiment... Outre les Conventions de Genève Première Guerre mondiale, c'était pas encore présent. Quand j'y pense. Fait que c'était pas... Attendez, je vais pas m'avancer là-dessus. Mais... L'objectif, c'était de sécuriser les civils, sécuriser le traitement des militaires, des prisonniers de guerre et le traitement du territoire. Alors, en tant que soldat, selon ce traité, c'est que tu ne peux pas détruire de façon exagérée ou juste de façon gratuite un bâtiment civil. Juste pour... Comme ça. Tu peux pas éliminer les civils. Ce ne sont pas des combattants. Tu ne peux pas tuer un prisonnier qui se rend. Ce n'est plus un combattant. Alors, je trouve que cet traité-là est vraiment nécessaire. Puis, j'en fais 2 fois référence parce que les Canadiens ont une petite réputation de les voir comme optionnels durant la Seconde Guerre mondiale. Mais à Vladivostok, il n'y a pas eu de reportage, de rapport sur le sujet. Mais il y a une affaire que j'aimerais dire. C'est pas des crimes, mais des petits accidents commis par les Canadiens. C'est pas contre les civils, c'est contre eux-mêmes. C'est durant leurs activités à Vladivostok. Les troupes de base fréquentaient également des cinémas, des cafés, des marchés en plein air, et même des bordels. Si vous savez c'est quoi des bordels, c'était populaire en Première Guerre mondiale, surtout dans la région de la France. C'est des lieux où est-ce que toutes les activités du corps sont permis. Je savais pas ça, écoute. Ben, peut-être pour toi, peut-être pour les gens qui ne savaient pas ça, c'était un bordel, d'où vient l'expression, c'était un bordel. Il se passait plein de choses qu'on ne raconte pas aux enfants. Ah. Et ces soldats, ceux-ci se trouvaient sur la colline Kopek, parce que encore aujourd'hui, c'est une colline connue pour les cinémas et les bordels à Vladivostok, qui était juste au-dessus de la ville. Et plus d'un quart de tous les cas hospitaliers canadiens à Vladivostok étaient liés à des maladies vénériennes. Alors, on utilise ce petit segment pour faire prévention aujourd'hui. N'allez pas dans une ville à la guerre civile et faire des activités dans des bordels. C'est très spécifique, mais ne le faites pas. Ou sinon, protégez-vous. On Oui. sait jamais. On sait jamais. Faudrait pas avoir des mauvaises surprises. OK, pour continuer, t'avais parlé qu'il y avait une légion tchèque. Je sais plus trop où, mais j'aimerais savoir plus de détails là-dessus. Merveilleuse histoire, il y a des livres là-dessus, il y a même un jeu que j'y ai joué. Un jeu vraiment intéressant si vous aimez l'histoire et les jeux de stratégie. Alors, il y avait une légion étrangère composée de prisonniers de guerre qui s'étaient rangés avec les troupes russes contre les Allemands. Parce que, mise en contexte, il y avait l'Empire austro-hongrois qui était très grand à l'époque. Il y avait la Tchécoslovaquie. Qu'est-ce qu'on connaissait à l'époque, la Tchécoslovaquie? Fait que la République tchèque et la République slovaque.
Et il y avait la Croatie, il y avait plusieurs régions. C'était un grand empire, presque aussi important que l'Allemagne, mais pas militaire. C'était pas aussi effectif. Et il va y avoir la Légion tchèque qui vont rejoindre les troupes russes avec les Alliés contre les Allemands. Eux, ils avaient négocié, après le début de la guerre civile, ils ont négocié leur départ avec les bolcheviks, via Vladivostok, que ces 7000 hommes, quand même un bon nombre, devaient gagner peu à peu par chemin de fer. Or, un soir, une bagarre dégénéra dans un hangar, au point que les Tchèques prirent le contrôle de la ville. Quand même extrême. Un peu une histoire à la Léo Major, que lui, il mérite un podcast à lui tout seul. Et Trotsky donna alors l'ordre de les désarmer. Pas nécessairement de les tuer. Mais dans un cas comme le tel, c'est difficile de faire la différence. Alors, l'ayant appris et sachant ce qui les attendait, les Tchèques les devancèrent et s'empara du Transsibérien, le fameux chemin de fer transsibérien que je rêve un jour traverser, ça va jusqu'en Mongolie. C'est un grand chemin de fer. Si pour vous mettre en contexte, ça peut aller de Saint-Pétersbourg jusqu'à Vladivostok. Il traverse le plus long pays du monde. Alors les Tchèques, eux, s'emparent du Transsibérien sur près de 7000 km de la Volga à Vladivostok. Pour se rendre jusqu'à Vladivostok et transmettre leur message et revenir à la maison, il faut qu'ils reviennent de toute manière. Leur pays va bientôt être dépendant parce que après la fin de l'Empire austro-hongrois, il y a un mouvement nationaliste tchèque qui fait la naissance de la Tchécoslovaquie qu'il y avait à l'époque. Et les opposants aux Soviétiques vont les rejoindre même. Et finalement, ça fut une armée de 15 000 hommes qui ont rejoint la Légion. Ils ont plus grosse que gang. Doublé leur... Oui? Tu disais? Grosse gang? Ah, une grosse gang. Mais ils les aimaient bien, les Russes. Ils aimaient bien cette Légion-là. Ils ont tous rejoint et ils étaient en mesure, à ce moment-là, d'assurer la protection de la ligne de chemin de fer avec 15 000 hommes. Très impressionnant comme histoire. J'aime ça faire un apartheid parce que c'était une histoire. Cette histoire-là a mené, en quelque sorte, parce que j'avais oublié peut-être de le mentionner, mais c'est une histoire qui a été remarquée par l'Empire britannique et l'Empire français pour dire il y a une possibilité de aller aider l'armée blanche. La Légion tchèque, qui eux, maintenant, sont pour les. Ils ont rejoint les Russes, ils étaient pour les Alliés. Il y a un contrôle sur le Transsibérien, il y a un contrôle sur la logistique. Il y a une possibilité d'y aller. Alors ça, c'était ma petite histoire sur la Légion tchèque. Honneur à eux. Très bon jeu et très bon livre que je conseille, de nombreux. Tu dis que le chemin de fer était long. Il était-tu autant long ou plus long que celui qui traverse le Canada? Le Transsibérien, dans sa totalité, pas celui qui était contrôlé nécessairement par la Légion, est plus grand, et surtout à cette époque-là, était plus grand que le Transcanadien. Mais quand même, relativement, sont proches. Ils sont dans le podium des plus longs chemins de fer et des plus beaux. Parce que j'ai eu la chance de faire le Transcanadien, c'est un très beau chemin de fer. Et j'ai eu un de mes collègues qui a fait le Transsibérien avec sa famille plus jeune. Et il a dit que c'était magnifique, une belle expérience. Et ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. C'est le fun, ça. Ah oui, c'est vraiment le fun. OK, là maintenant, allons dans le dernier segment de l'épisode que j'intitulerai. Là, on a eu je l'intitule après. Là, on a eu c'est ça, il y avait l'armée rouge contre l'armée blanche. C'est qui a gagné? C'est ça, c'est qui a gagné. Ben là, comme on le sait aujourd'hui, c'est l'armée rouge, hein? Oui. Mais qu'est-ce que ça serait passé si l'armée rouge avait perdu et qu'aujourd'hui, et que dans le fond, la Russie serait jamais devenue communiste? Ça aurait été une possibilité? Alors là, tu m'amènes dans ma partie préférée. Ça, c'est toujours parfait pour faire une belle fin d'épisode, ça. Et ça, attendez, préparez-vous, je vais vous en parler. Ça, on va faire un retour de tout ça, de même on va revenir jusqu'à aujourd'hui. Je vais utiliser un anglicisme. What if l'armée blanche gagne? What if? What if? Et ça, c'est toujours merveilleux. Même des théories. Il existe tout plein de théories historiques, toujours très intéressantes à voir. Churchill en a fait par ailleurs par lui-même. Il y en a sur, OK, est-ce que si l'Allemagne gagne la Première mondiale, mais là, l'Allemagne serait une grande puissance, par logique. Si il gagne la Deuxième Guerre mondiale, ça, c'est une théorie qu'on ne veut pas observer. Mais une autre que j'aime bien dire aux Canadiens nationalistes ou même aux Québécois,
Si la France gagne contre les 13 colonies, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça serait intéressant à voir. C'est une théorie qui aurait beaucoup d'impact. Il ferait le Québec un pays très puissant. Et what if le Canada en soit bas les États-Unis par après? Mais ça, c'est tous des sujets intéressants. Et là, notre what if d'aujourd'hui, c'est si l'armée blanche gagne. Alors, c'est moi qui vous amène le sujet. C'est un sujet peut-être pour certains qui est méconnu. Alors, laissez-moi vous expliquer. Déjà, il y a les banques qui sont présentes canadiennes. L'armée blanche, elle, c'est pro-monarchique, mais à l'intérieur, il y a des qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Proto-fascistes, il y a des nationalistes. Il y a même des démocrates avec la Douma et le Sénat qui étaient très forts dans ce mouvement-là, à dire. Alors, deux choses les plus probables qui devaient arriver, parce que là, il y avait plus la dynastie Romanov a été tuée, mais il y avait toujours des cousins. Il y a toujours une possibilité de retour à la monarchie si l'armée blanche sous Kolchak revienne. Mais Kolchak est prêt à installer une dictature. C'était une possibilité. Mais moi, j'ai introduit le meilleur scénario dans ce cas-ci. Kolchak arrive au pouvoir, réinstaure le Duma. Retour d'une démocratie parce que en 1917, il va y avoir une révolution qui va amener le Duma au pouvoir. Qu'est-ce qui arrive pour les Canadiens, c'est que on a un rapprochement diplomatique. Il n'y aura pas de guerre froide. Il n'y en aura pas. C'est vrai. Il n'y en aura pas de guerre froide. Mais, Seconde Guerre mondiale, vu qu'ils sont démocratiques, ils sont beaucoup proches de qui? Les Alliés. Qu'est-ce qui était à l'époque l'entente avec la France et la Grande-Bretagne? Comme à la Première Guerre mondiale. Comme à la Première Guerre mondiale. Alors, la question est, une vraiment importante, c'est est-ce que la Russie a pu intervenir beaucoup plus tôt du côté de la Pologne? Parce que là, il faut savoir, quand que les Soviétiques vont gagner la Seconde Guerre... quand les Soviétiques vont gagner la guerre civile, mais nécessairement, il va y avoir des territoires qui se sont séparés. Il y a le Kazakhstan, il y a la Finlande, la Pologne, puis ils vont essayer de reprendre ces territoires-là. La Finlande, ça va pas fonctionner. Le Kazakhstan, ça va fonctionner. Le Caucase aussi. La Pologne, ça va pas fonctionner. Aussi, une histoire très intéressante, la Pologne va même repousser les forces soviétiques, qui est un exploit en soi. C'est pour ça qu'il était, si vous voyez la carte de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi la Pologne était plus vers l'Est et aujourd'hui plus vers l'Ouest, c'était à cause de leur victoire à l'époque et maintenant qu'ils ont leur territoire. C'est les Soviétiques qui ont redonné ce territoire-là par après. Alors là, vu que c'est les démocrates qui gagnent, peut-être qu'ils vont être plus indulgents dans la répartition du territoire. Peut-être que le Kazakhstan va être indépendant plus tôt, peut-être qu'il va être repris. Mais la Pologne, il y aurait eu beaucoup plus de chance, étant un État européen, pour eux, qui ressemble beaucoup à la Pologne qu'on connaît aujourd'hui, peut-être beaucoup plus petit, mais indépendant depuis beaucoup plus longtemps. La Finlande aussi. Mais sauf, il y aurait un rapprochement entre ces États-là et la Russie, si elle était démocratique et libérale, un peu comme nos pays. Ce qui aurait fait, dans cette situation optimale, je mets une situation optimale bien sûr, qu'il y aurait une possibilité de la Russie, du Seconde Guerre mondiale, peut-être intervenir beaucoup plus tôt auprès de la Pologne. Et peut-être l'Allemagne n'aurait pas intervenu en Pologne. Pourquoi? Parce que ils sont alliés à la Russie dans ce cas-ci. Le traité de réciprocité? Oui, un traité de réciprocité, parce que à l'époque, durant la Seconde Guerre mondiale, on a un traité avec Molotov qui fait qu'il voulait découper en deux la Pologne. Ça, c'est... les Soviétiques n'aiment pas beaucoup Molotov. Molotov a fait beaucoup de traités qui n'étaient pas honorables, je dirais, comme ce traité-ci de partager la Pologne. Mais là, il n'y aurait pas ça. Il n'y aurait pas ça. Pourquoi? Parce que nécessairement, en tant que mouvement démocratique, il serait du côté des Alliés. Et ça ne serait pas quelque chose qui serait approuvé par la population en soi. Parce que ce mouvement-là n'était même pas approuvé par la population soviétique. Seuls les impérialistes. Mais ce qui fait que la Seconde Guerre mondiale aurait pu être soit altérée, soit évitée. Peut-être que le mouvement démocratique aurait fait en Allemagne, et plus un mouvement démocratique. Là, dans cette situation optimale, on est dans le monde des licornes. Tout le monde est heureux. On est heureux. La démocratie est partout. Démocratie est partout. C'est génial. Autre situation, tout autant plausible. Là, je vais prendre celui-là le plus réaliste, c'est qu'il y a un système impérial qui revient et qu'il y a pareil comme une Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne, peu importe les mouvements, mais celui-ci va être beaucoup plus court, nécessairement. Beaucoup plus court parce que il n'y aura pas nécessairement d'alliance avec l'Allemagne. Parce qu'il y aura une réticence. De toute manière. Les Soviétiques, eux autres, ils ont eu leur alliance grâce aux Allemands qui ont envoyé
Lénine et... Lénine, c'est ça. C'était Trotsky ou c'était Lénine qui t'a envoyé de la Suisse? Peu importe. Ben là, tu parles pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ouais. Ben, non, Première mondiale. Première? Ouais, première. Tout de même à ça, il envoie un agitateur socialiste dans la région. C'est grâce aux Allemands. Ce qui fait que les Soviétiques, à l'époque, étaient plus vaillants envers les Allemands de la Seconde Guerre. Mais dans le cas d'une victoire monarchique, ils vont pas aimer les Allemands. Ils vont pas les aider. Ils vont être contre eux dès le début, probablement. Ce qui fait que la Seconde Guerre serait beaucoup plus courte. Et on revient, là, on passe dans la période de la guerre froide, parce que là, il y aurait une continuation, autant dans le mouvement démocratique ou démocratique plus réaliste dans des situations ou impériale, eh bien, la guerre froide ne serait vraiment pas la même. Vraiment pas. Il n'y en aurait probablement pas. Ça serait plus style guerre commerciale, probablement. Mais ça serait pas une guerre froide en soi. Ça ressemblerait plus au monde d'aujourd'hui, peut-être? Monde d'aujourd'hui avec la Chine. Ça serait plutôt multipolaire et même peut-être un retour au style même avant Première mondiale, où est-ce que c'est un monde très multipolaire, où est-ce qu'il y a différentes puissances qui se partagent le monde économique. Mais pour le Canada, en tant que Canadien, ça serait un monde beaucoup plus beau parce que dans les deux cas, la Russie serait en faveur des Canadiens. Parce que dans les deux cas, on les a aidés. Ce qui fait on serait beaucoup plus proche. Je dirais pas proche autant États-Unis-Canada comme style de relation, mais il y aurait beaucoup plus d'échanges économiques, sociaux, culturels, technologiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne verrait peut-être pas la Russie comme un ennemi en tant qu'État, mais un allié, des amis, et même peut-être on essaierait de chercher plus un ami chez la Russie pour comme contrebalancer l'influence américaine. Ça serait quelque chose qui se fait. Donc, pas de guerre en Ukraine aussi. Hey, la belle vie. Très probablement dans ce cas-ci, parce que, à moins qu'il y ait le pouvoir impérial. Ça, c'est toujours quelque chose qui se fait. Mais si c'était le pouvoir démocratique, bien sûr que non, parce qu'on va dire, la Russie, c'est une démocratie. Non, ça n'est pas une. Si vous voyez les élections. Malheureusement, ça n'en est pas une. Écoute, Poutine a juste gagné à 98%. C'est pas si pire, là. Mais j'aimerais ça faire disclaimer, juste dire aux gens, oui, on a nos pensées sur la Russie, mais il ne faut pas dénigrer les gens. La population russe ont différentes idéologies. Il ne faut pas généraliser. J'aime ça faire un peu de sensibilisation sur le sujet. C'est vrai. Quand j'ai grandi en Gaspésie, j'étais voisin d'une famille russe. C'était des gens formidables qui aidaient beaucoup dans le coin, qui se sont prouvés être des bonnes personnes. Puis pour ceux qui pensent, il ne faut pas généraliser un État à sa population. Non. Ben, leçon, dans le fond. Il y a une leçon. On n'est pas contre les Russes, on est contre le gouvernement russe. En place. Et faut savoir se respecter un à l'autre parce que c'est en créant un ennemi qu'il y en ait un, hein, et qu'il y en a un. Mais l'objectif, c'est que on est tous humains. On est en quelque sorte tous partie d'une même et grande histoire. Et je pense que c'est dans cette idée-là qu'on va pouvoir progresser. Mon mot, c'est plus de guerre entre frères et sœurs. Quelle belle citation que je vais pouvoir mettre dans le podcast. Merci beaucoup. Genre pour l'annonce. Tu voulais-tu continuer sur ton Walif? Je peux continuer sur Il nous reste encore quelques temps, là, si tu veux. C'est vrai qu'il nous reste encore un peu de quelques temps. Mais je vais profiter pour les dernières minutes pour faire une ouverture sur un possible sujet de podcast. Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr. Alors, j'ai commencé sur la France libre. Okay. C'est très important au Québec. J'ai fait des tournées touristiques, j'en ai souvent parlé, mais le sujet serait sur le fait que je te pose la question. Est-ce que les Québécois ont toujours été pro-France libre? J'aurais l'impression que oui. Mais pas depuis le début. Ça a été en 41, plus précisément, en 41, que là, on commence à être pro-France. Mais avant, il y a Pétain. Pétain a gagné la Première Guerre mondiale. Les Québécois, eux, sont pro-Pétain en majorité. Il va y avoir une femme qui va essayer de les convaincre du contraire. Mais le Québec était pro-Vichy. Moi, on va dire, c'est horrible, c'était pro-fasciste. Pas nécessairement. On était pro-Pétain, on était pro une personne qui avait gagné la victoire. On ne savait pas qu'est-ce que ça impliquait au total. Puis aussi, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un sujet en soi, c'est que les journaux à l'époque étaient politisés. Mais extrêmement. Ça fait penser un peu comme en France. Au Québec, aujourd'hui, tu ne verras pas
de façon concrète et vraiment visible que Radio-Canada, par exemple, soit d'un mouvement politique. Mais à cette époque-là, 1936, 1939, dans ces années-là, ben, il y avait des journaux pro-Pétain, il y avait des journaux pro-France libre, il y avait des journaux communistes, il y avait tout ça. Alors ça serait un sujet que j'aimerais bien amener. Et un deuxième que j'aimerais dire, que je pourrais peut-être un peu spoiler, saviez-vous que les Canadiens ont combattu le Khmer Rouge? Alors, ça serait... Qu'est-ce que le Khmer Rouge? Le Khmer Rouge... Rapidement, c'est au Cambodge. C'est un groupe communiste qui était durant la guerre au Vietnam. Et les Canadiens vont être envoyés là-bas comme casque bleu. Ils vont combattre le Khmer Rouge. Et si un jour on peut faire ça, je vais inviter un des soldats qui était présent. J'espère. Oh, intéressant. Alors, petit retour avant qu'on finisse. Les Canadiens ont été envoyés en Sibérie. Environ plus de 4000 hommes ont fait un peu de combat, mais ont connu l'ardeur de la Sibérie, ont aidé les citoyens, ont connu la belle ville de Vladivostok et ont même eu des histoires héroïques à travers cette femme, les gens qui ont aidé, les hôpitaux qui ont surtout fait un gros du travail et même des histoires de luxure comme avec les bordels. Ça a été un plaisir de faire ça. Merci d'être venu. Hein, je veux dire, cette heure-là va passer vraiment vite avec toi. Merci de nous avoir quand même instruit sur ce passage de l'histoire avec les Canadiens. Ah oui, c'est un honneur. Je pense que l'histoire, promouvoir pour mot de fin, l'histoire est nécessaire pour connaître notre présent. Il faut connaître le passé pour connaître le présent. Et c'est une meilleure façon de rendre hommage. Et aussi, je vais m'inspirer des Grecs, c'est une façon de devenir immortel. Si tu finis dans un livre d'histoire qui a une million de réputations comme Léon Major, il va être éternel à travers cette histoire. Quelle sage parole. C'était A priori aux ondes de schisme.